Donc bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Activité physique adaptée, un levier du bien-être au travail. Donc ce webinaire est organisé dans le cadre des rencontres santé-travail du réseau Présence. Présence qui est l'organisme représentatif des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Donc, avant de démarrer, juste une petite précision technique. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions via le bouton Q&R. Euh, En revanche, on ne traitera donc les questions qu'à la fin du webinaire. On aura un temps d'échange de 15 minutes environ où nos intervenants répondront à vos questions. Alors, hop. Donc, le webinaire est organisé par le réseau Présence PACA Corse, qui regroupe 16 services de prévention et de santé au travail sur les régions PACA et Corse. Et le webinaire d'aujourd'hui est organisé, enfin, a été préparé par les services de santé au travail AISMT 13, Geste 05 et ST Provence. Je vais laisser nos intervenants se présenter, mais avant de les laisser se présenter, je me présente moi-même. Je suis Cécile Sioni et je suis chargée de communication pour le réseau Présence PACA Corse. Et donc, bonjour, moi je suis le docteur Nathalie Pulurson, donc médecin du travail au Geste 05 dans les Hautes-Alpes. Bonjour, Françoise Angèle, je suis intervenante en prévention des risques professionnels à la IST 84. Bonjour, je suis le docteur Dominique Bonnet, je suis médecin du travail à ST Provence sur Aix-en-Provence. Bonjour, je suis Antoine Coignard, dirigeant de la société Air de Vie. On encadre des activités physiques adaptées. Bonjour, je suis Patrice Baratero, j'ai été sportif de haut niveau pendant 8 ans et j'ai participé aux Jeux paralympiques de Sochi en 2014 dans la discipline du snowboard cross. Merci. Alors, au niveau du contenu du webinaire d'aujourd'hui, on va commencer avec une première partie qui posera le contexte et qui vous donnera quelques définitions. Ensuite, nous verrons quels sont les bienfaits de l'activité physique et sportive sur l'état de santé de manière générale, avant de passer en revue en fait comment est-ce que l'activité physique peut aider à prévenir certains risques professionnels et notamment contribuer au maintien en emploi. Puis nous aurons un focus sur un nouveau risque, donc la sédentarité, avant d'aborder une partie sur les solutions pour savoir comment est-ce qu'on peut augmenter son activité physique de manière très simple. Et nous terminerons avec le témoignage de Patrice Baratero sur les bienfaits du sport. Donc, pour démarrer, sur la partie contexte et définition, je vais laisser la parole au docteur Pélurson. Voilà, on va attendre la première diapo. Merci Cécile. Donc, tout d'abord, nous allons voir ensemble pourquoi ce webinaire et pourquoi les services de santé au travail communiquent et ont des actions actuellement en faveur de l'activité physique, du sport santé et lutte actuellement contre et ont des actions en faveur de la lutte contre la sédentarité, notamment au travail. En effet, un nouveau cadre législatif par la loi du 2 août 2021, dite aussi loi santé-travail, confère de nouvelles missions aux services de prévention, donc les SS, les services de prévention et de santé au travail interentreprises. Cette loi a pour ambition donc de renforcer la culture de la prévention dans la santé au travail. Ainsi, des actions en faveur de l'activité physique et sportive peut être déployées par les SPSTI dans le but de prévenir les risques professionnels et la désinsertion professionnelle. Cette loi donc inscrit les actions de sensibilisation au bénéfice de la pratique d'activités physiques ou sportives parmi les missions des services de santé au travail. Nous avons donc ensuite le décret du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise. Ce décret permet, par exemple, et a pour but d'inciter les employeurs au financement d'activités physiques ou sportives pour les salariés.
Il permet par exemple une exonération de cotisations sociales pour les employeurs qui mettent à disposition des salariés un espace ou des équipements dédiés à l'activité physique ou sportive ou autres avantages pour le financement de cours collectifs, d'événements, d'inscription à des compétitions, etc. À ce sujet, donc un guide à l'usage des employeurs a été édité par le ministère chargé des sports et il répond aux principales questions que se posent les employeurs, que ce soit au niveau des aides, de la réglementation, de la responsabilité, etc. Donc ce guide peut être facilement téléchargé via Internet. Ensuite, nous avons la loi donc, du 2 mars 2022 plus générale qui vise à démocratiser l'activité sportive en France pour le plus grand nombre. Cette loi porte donc sur 3 volets. Le premier volet, c'est développer la pratique du sport pour le plus grand nombre et améliorer le soutien aux sportifs de haut niveau. Dans le cadre de ce premier axe, la loi élargit par exemple la prescription de l'activité physique adaptée aux patients atteints de maladies chroniques ou présentant des facteurs de risque tels que le surpoids, l'obésité, l'hypertension. Alors qu'auparavant, ces prescriptions d'activité physique adaptée étaient réservées aux patients atteints d'une affection de longue durée. Elle élargit également la liste des professionnels pouvant prescrire l'activité physique adaptée, donc l'APA. Notamment, les médecins du travail, maintenant, ont la possibilité de pouvoir prescrire cette activité physique adaptée. Et elle met en place également la création des maisons sport santé. Le deuxième axe vise à rénover la gouvernance des fédérations sportives, ça nous intéresse un petit peu moins. Et le troisième vise à assurer un modèle économique vertueux au secteur. Voilà. Ce nouveau cadre législatif, pour finir, s'inscrit au sein de la stratégie nationale sport santé 2019-2024 qui vise à améliorer l'état de santé de la population globalement en favorisant l'activité physique et sportive pour chacun au quotidien avec ou sans pathologie. Il s'agit donc de remettre les Français en mouvement sur tout le territoire, tant la sédentarité et l'inactivité physique peuvent être source de dégradation donc de l'état de santé. La pratique de l'activité physique et sportive devient donc actuellement la grande cause nationale. Et à ce sujet, le professeur François Carré, qui sera présenté, je pense, par ma collègue plus tard, a écrit un émouvant édito et donc je le cite, hein, nous sommes en 2024, année des Jeux Olympiques de Paris. Et il écrit, quel que soit le succès des sportifs de ces Jeux, si ces Jeux ne sont pas l'occasion pour l'État de s'engager durablement dans une politique de prévention crédible, passant notamment par la promotion de l'activité physique, un rendez-vous aura été manqué. Voilà. Alors ensuite, je pense qu'il est important de revenir sur quelques définitions. Tout d'abord, qu'est-ce que l'activité physique? L'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une augmentation de la dépense énergétique par rapport au repos. Donc, l'activité physique est beaucoup plus large que la simple pratique sportive. Par exemple, on peut avoir les activités physiques de la vie quotidienne, les déplacements, les tâches domestiques, les activités physiques effectuées dans le contexte professionnel ou scolaire. On peut en voir ensuite l'exercice physique. Donc, l'exercice physique, c'est une activité physique planifiée, structurée, répétée, donc régulière et visant à améliorer ou à maintenir une ou plusieurs des composantes donc, de la condition physique. Elle peut se pratiquer donc seule ou en groupe. Elle vise par exemple à améliorer l'endurance, l'équilibre, le renforcement musculaire, la souplesse, etc. Nous avons ensuite le sport ou l'activité sportive. Alors, c'est une forme d'activité physique particulière où les pratiquants adhèrent en général à un ensemble commun de règles et d'objectifs. La pratique se fait en général quand même au sein d'un club et il y a souvent un objectif de progression et de performance dans ce cas-là.
Il existe plusieurs types d'activités physiques. On va les détailler très rapidement. Vous pouvez avoir l'activité physique d'intensité faible. C'est quand on fait un exercice très léger, il n'y a pas de transpiration, pas d'essoufflement. On peut parler très facilement, par exemple, aller tranquillement promener son chien voilà, sur un terrain plat. Ensuite, on peut avoir l'activité physique d'intensité modérée. Alors là, on peut avoir un léger essoufflement, mais la conversation reste largement possible. Il y a globalement peu de transpiration. Ça peut être de la marche. Tout dépend du niveau physique des gens. On dit en moyenne de la marche à 4 km/h, mais après, ça dépend un peu de l'entraînement et du niveau physique de la personne. Ensuite, il y a l'activité physique d'intensité élevée. Donc là, il y a un essoufflement important. On peut dire une parole ou deux, mais avoir une conversation, c'est pas possible avec une transpiration conséquente. Ça peut être la marche rapide à 6-7 km/h, de la course à pied à 9 km/h, une montée rapide d'escalier, etc. Bien entendu, tout dépend du niveau physique de la personne. Et ensuite, on a une activité physique d'intensité très élevée. Donc là, il y a un essoufflement important qui empêche quasiment de pouvoir parler, une transpiration importante. C'est en général la pratique sportive de haut niveau. C'est pas forcé, c'est en aucun cas un objectif que chacun doit rechercher, que toute personne doit rechercher. Voilà, c'est pas obligatoire de faire de l'activité physique d'intensité très élevée pour pouvoir prendre soin de sa santé. Alors, nous avons ensuite l'activité physique adaptée. Donc, l'activité physique, c'est une activité physique, comme le nom l'indique, adaptée à la pathologie et aux capacités fonctionnelles et aux limites d'activité de la personne. Donc, elle est donc basée sur les aptitudes et les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de pratiquer dans des conditions ordinaires. Son but est de permettre à la personne d'adopter un mode de vie donc physiquement actif avec une pratique régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations en lien avec les pathologies. Une petite définition sur la sédentarité. Donc, qu'est-ce que la sédentarité? C'est le temps passé en position assise ou allongée durant les périodes d'éveil pendant lesquelles la dépense énergétique est proche de celle de zéro. Donc, cela comprend toutes les activités physiques réalisées au repos de façon assise, allongée et pour certains également de façon en position debout, mais de façon statique et sans bouger. Par exemple, tout travail administratif, lire un livre sur son canapé, regarder la télévision, etc. On considère en moyenne que ce temps d'activité physique sédentaire devrait être inférieur à 6 heures par jour, et ce qui est dans le monde du travail actuellement de moins en moins le cas. Quand on compte la position assise au cours des transports, que ce soit dans sa voiture ou dans les transports en commun. Ensuite, le temps passé en position assise pour les gens qui ont des activités de bureau et le temps passé le soir devant la télé. En général, on dépasse largement ces 6 heures de sédentarité par jour. Donc, selon l'OMS, la sédentarité cause 2 millions de morts par an dans le monde. Et paradoxalement, on peut être physiquement actif, c'est-à-dire faire du sport, 1 heure de sport le soir, par exemple, et être sédentaire, puisqu'on est assis pendant les trajets, aller, retour, assis au travail. Donc, on peut être sportif et sédentaire au travail. L'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'on va passer à la dernière diapositive, donc les recommandations de l'OMS. Donc, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, tous les adultes devraient pratiquer une activité physique régulière
on recommande environ 2h30 d'activité physique modérée, répartie, donc pas sur une seule journée ou 2 journées dans la semaine, hein, il faut que ce soit régulier, donc minimum sur 3 à 5 journées par semaine, ou 1h30 d'activité intense, pareil, hein, fractionné, pas une seule journée dans la semaine. Donc ça, c'est une moyenne puisque en général, on parle de 150 à 300 minutes d'activité modérée ou 75 à 150 minutes d'activité intense, mais je trouve que c'est plus facile de retenir 2h30 et 1h30. Donc ça, c'est pour l'activité physique dite un petit peu cardio. Mais les adultes devraient également pratiquer des activités physiques de renforcement musculaire qui impliqueraient le travail de tous les groupes musculaires, que ce soit le haut du corps, le bas du corps, 2 jours par semaine. Voilà. C'est pas marqué là, mais on conseille également des activités physiques de souplesse et d'étirement quotidien afin de maintenir les amplitudes articulaires. Alors, l'activité physique doit être régulière. Pourquoi l'activité physique doit être régulière? Parce qu'il faut quand même quelques semaines pour que les bénéfices de l'activité physique apparaissent avec une pratique régulière. Et ces bénéfices-là, malheureusement, disparaissent en général sur 2 mois en cas d'arrêt d'activité physique. Donc, on voit souvent les personnes qui, pendant les vacances d'été, se mettent à faire du vélo, à marcher, etc. Et malheureusement, il faut se dire qu'au bout de 2 mois, si vous arrêtez l'activité physique en fin d'été, eh ben, il reste au final plus grand-chose. Dernière petite définition, donc qu'est-ce que l'inactivité physique? Eh bien, l'inactivité physique est définie par un niveau d'activité physique inférieur aux recommandations établies par l'Organisation mondiale de la santé. Et de plus en plus de personnes, effectivement, actuellement, on se rend compte que correspondent à cette définition-là, c'est-à-dire sont inactifs physiquement. Merci, docteur Pégurson, pour cette introduction à notre webinaire. Donc maintenant, nous allons passer à une partie sur les bienfaits de l'activité physique et sportive sur l'état de santé. Et je vais passer la parole à Françoise Angèle. Bonjour à tous. La meilleure solution en prévention primaire, les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Et selon le professeur François Carré, professeur en cardiologie, président du comité collectif pour une France en forme, l'activité physique et sportive diminue les risques de développer une pathologie chronique de 20 à 30%, tels que l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral. De nombreux bienfaits par l'activité physique, bien sûr. Donc, améliorer les aptitudes musculaires et la capacité cardio-respiratoire, améliorer la santé osseuse et les capacités fonctionnelles, réduire le risque d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète, réduire le risque de chute ainsi que de fracture du col du fémur ou de fracture vertébrale, contribue à maintenir un poids corporel sain, améliore la santé mentale par une diminution des symptômes de dépression et d'anxiété. On le verra plus tard par rapport à des hormones sécrétées par l'organisme lorsqu'on fait de l'activité physique et sportive. Améliore la santé cognitive, capacité de réflexion, d'apprentissage et de jugement. Et bien sûr, améliore le sommeil, selon l'OMS du 5 octobre 2022. En quoi l'activité physique peut aider à prévenir certains risques professionnels et contribuer au maintien en emploi? Deux thématiques, prévention des troubles musculo-squelettiques, les TMS, et prévention de la dépression. L'activité physique et sportive permet un renouvellement osseux et cartilagineux et va donc permettre de prévenir les blessures. Une contrainte mécanique appliquée à un tissu humain va permettre son renouvellement. Celui-ci va devenir plus fort et pourra résister à des contraintes supérieures.
En ce qui concerne la dépression, l'activité physique et sportive booste l'estime de soi, crée de la joie et va permettre de diminuer le risque de développer une dépression. Pourquoi? Le sport fait sécréter des hormones. Il participe au système dopaminergique, c'est-à-dire deux hormones vont être sécrétées. La dopamine, qui est l'hormone du plaisir, elle provoque un sentiment de satisfaction, même si tout va mal dans la vie. Et l'endorphine, qui est une hormone semblable à la morphine naturelle, même action que l'opiacé, que l'opium ou la morphine. On va avoir un sentiment d'euphorie, capacité analgésique, sensation de bien-être, capacité anxiolytique. Un sportif sera beaucoup moins stressé qu'un non-sportif. Un effet antalgique, contribuer un antidouleur naturel. Et enfin, un effet anti-fatigue. Le sportif va être moins essoufflé et moins épuisé qu'un non-sportif. Alors, mieux vieillir. L'activité physique et sportive va diminuer les symptômes d'arthrose et diminution de la maladie d'Alzheimer. Selon une étude canadienne, la maladie d'Alzheimer chez les sportifs serait diminuée de 70%. L'activité physique et sportive rentre dans un cercle d'optimisation, c'est-à-dire elle va permettre une amélioration cardiaque et de l'estime de soi. Donc la personne va pouvoir et vouloir faire plus d'activités et ainsi de suite. Elle est mieux, elle se sent mieux et elle va pouvoir, permet une amélioration cardiaque et de l'estime de soi, ainsi de suite, la personne va vouloir et pouvoir faire plus d'activités. Un cercle d'optimisation. L'activité physique ferait baisser le taux d'absentéisme de 60% dans les entreprises, selon le Comité national olympique sportif français. La phrase du docteur professeur cardiologie François Carré, chacun a en lui le pouvoir de bouger en fonction de ses capacités en pratiquant chaque jour à son rythme de l'activité physique et sportive. Merci Françoise Angèle. Donc maintenant, nous allons passer à une partie qui va détailler un nouveau risque, la sédentarité, et c'est le docteur Dominique Bonnet qui va nous en parler. Bonjour à tous et toutes. Nous avons vu que l'inactivité physique est un enjeu de public d'après l'OMS, c'est ce que nous venons de voir. Ayant un effet néfaste sur la santé, qu'en est-il dans les entreprises? Nous découvrons que depuis plusieurs années, la sédentarité est apparue. On reste plus de 3 heures par jour sans activité physique. Beaucoup d'entreprises ont des activités de type sédentaire. Rester assis plus de 3 heures par jour sans activité physique est la porte ouverte à plus de problèmes de santé, en particulier les troubles musculo-squelettiques et pathologies chroniques, cardiovasculaires, ostéo-articulaires, plus de diabète, plus d'obésité, plus d'hypertension, plus de lombalgie. La conséquence de tout ça, c'est un déconditionnement physique qui a pour résultat sur notre organisme des douleurs et de la souffrance au travail. Cette souffrance n'est pas seulement physique. Cécile, tu peux passer à la prochaine diapo. Cette souffrance peut entraîner une baisse du sentiment d'efficacité personnelle au travail, avec la survenue de troubles tels que l'anxiété, la dépression, un mauvais sommeil, une perte de vigilance et de concentration et une baisse de la performance cognitive. L'enjeu est très important car cette souffrance peut être à l'origine d'une perte de productivité en entreprise et d'efficacité au travail. Alors, mais ne restons pas pessimistes, nous avons des solutions pour lutter contre les TMS et les RPS. Nos muscles peuvent devenir nos meilleurs amis si nous les sollicitons à bon escient. Et mettre en place dans l'entreprise une pause active 5 minutes toutes les heures ou 1 minute toutes les demi-heures, par exemple, représente un bénéfice pour nos organismes. Alors, nous savons déjà que nous améliorons la prévention du risque TMS au poste sédentaire en agissant sur le poste lui-même et sur les conditions de travail. Il existe des dispositifs
d'études ergonomiques des postes sédentaires où les solutions sont alterner les tâches, utiliser un mobilier adapté, choix d'une chaise ergonomique par exemple, changer des postures, éviter des contraintes liées à la position assise prolongée, par exemple par une table réglable en hauteur à des postes assis debout. Mais cela n'est pas suffisant pour la prévention à long terme et pour le maintien dans l'emploi dans un souci de bien-être. L'être humain, voilà, comment est-ce qu'on va trouver des solutions pour améliorer notre état de santé? Eh ben, c'est en utilisant notre appareil locomoteur. Nous avons des muscles et il faut savoir que le muscle est un organe vital utilisé à bon escient, en toute sécurité, de manière adaptée dans le temps, constitue notre meilleur allié pour bien vivre. Voilà. Nous pouvons ainsi augmenter notre qualité de vie, favoriser notre métabolisme, nous équilibrer en maintenant notre force musculaire et articulaire, en augmentant notre motricité, en stimulant notre appareil cardio-respiratoire. Le muscle libère des substances qu'on appelle myokines qui agissent sur tout l'organisme, mais aussi sécrète des endorphines qui régulent la douleur, ainsi que des hormones qui agissent sur l'inflammation et la stimulation du système immunitaire. J'ai oublié de dire aussi que nous avons le muscle a un rôle d'activation des zones motrices du cerveau et du tronc cérébral, ce qui a des effets sur le sommeil, sur la concentration et la vigilance. Le reconditionnement physique global a un impact sur notre santé avec parfois un effet thérapeutique. Alors, comment entretenir notre squelette? Eh bien, en travaillant sur les muscles profonds, avec des exercices de respiration-gainage, nous pouvons travailler sur les muscles squelettiques avec des squats. Nous pouvons travailler sur les muscles avec des exercices fractionnés. Par exemple, comment se recentrer sur notre corps et nous déconnecter? Eh bien, c'est en mettant en place des pauses café de 3 à 5 minutes, en faisant des exercices de renforcement musculaire, exemple de 3 à 4 séries de 15 répétitions, en s'aidant de notre bureau, du mur dans notre bureau avec le collègue, avec l'aide d'une application, avec l'aide d'un visio ou pas. Nous pouvons prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Nous pouvons nous relaxer, avoir un peu de temps de méditation, de cohérence cardiaque, de yoga. Voilà. Nous avons des tas d'outils à notre disposition et surtout ne pas oublier de nous hydrater. D'après l'ANSES, en 2016, pour rester en bonne santé, il faut bouger avec 3 axes de mouvement. Ça a été dit en présentation, nous pouvons faire au moins 30 minutes par jour avec au moins 5 fois par semaine une activité aérobie de type cardio-respiratoire, exemple le vélo, la marche, la natation, la course à pied. C'est ce que nous faisons par exemple en montant les escaliers. Nous pouvons également faire une activité de renforcement musculaire au moins 1 à 2 fois par semaine. C'est ce que nous pratiquons quand nous faisons du tennis, la natation, des exercices aérobiques en salle. Nous pouvons faire aussi des mouvements d'assouplissement au moins 2 à 3 fois par semaine de type gymnastique, danse, yoga. Mais n'oublions pas qu'en dehors du travail de renforcement musculaire, l'intérêt des exercices de type échauffement, relaxation, équilibre et posture pour réduire la fatigue, augmenter la capacité de concentration et de vigilance. C'est important ce message. Nous devons nous écouter pour connaître nos limites, nos capacités et prendre du plaisir en toute sécurité de manière régulière. N'oublions pas que notre objectif est de mieux vivre et de bien vieillir. Alors, ce qui veut dire que tous ces exercices que nous devons entreprendre doivent être pérennes dans le temps et notre santé doit rester notre préoccupation. Pour cela, nous devons rester motivés. C'est ça le secret de la réussite et c'est ce qu'il y a de plus dur à amorcer quand on a été déconditionné très longtemps.
Alors, comment faire? Nous pouvons nous aider de programmes de type réveil musculaire, renforcement musculaire, qui doivent correspondre à des objectifs réalisables, réguliers et raisonnés. Nous pouvons programmer ces objectifs dans notre agenda à des moments fixes de la journée et de la semaine. Nous pouvons intégrer ces exercices dans des activités de loisirs pour y prendre du plaisir. Nous pouvons utiliser aussi des outils digitaux, exemple podomètre, et nous pouvons aussi nous faire accompagner d'un éducateur physique ou coach sportif qui aura une aide bienveillante, encourageante et sécurisante. Alors, comment faire dans l'entreprise à un poste sédentaire? Eh bien, pour réussir tout ça, eh bien, nous devrons, sur le poste sédentaire, insister sur le fait qu'il faut limiter notre position assise en alternant des tâches assises et debout. Voilà, on peut convertir nos déplacements passifs en déplacements actifs. Voilà, en allant vers la salle où il y a une imprimante, par exemple, plutôt que de rester dans notre bureau. Nous pouvons utiliser également un ballot de Klein qu'on appelle Swiss Ball. Nous pouvons utiliser un pédalier. Ce sont des outils qu'on peut rajouter à notre poste de travail. Nous pouvons aussi nous déplacer de manière plus active en utilisant le vélo dans les trajets domicile-travail. Et puis, par exemple, enfin, c'est tout ça, c'est des petites choses que nous pouvons appliquer, nous déplacer au sein de l'entreprise, téléphoner en marchant. Nous pouvons également utiliser des outils digitaux avec capteurs ou applis, nous permettant de faire des pauses actives de manière sécure et en intensité sur mesure. Merci, docteur Bonnet. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Antoine Coignard qui va nous donner des pistes en fait pour pouvoir mettre en place. Alors, excusez-moi, peut-être que je suis allée un petit peu trop vite et Oui. que oui, pardon, c'était encore au docteur Bonnet et ensuite nous Oui, passerons à... oui, parce que la difficulté des employeurs, c'est de dire comment est-ce que vous nous dites il faut faire de l'activité physique, il faut éviter la sédentarité, mais il faut savoir que il existe tout un tas de moyens et de ressources pour appliquer ces bons conseils en entreprise. Nous pouvons agir sur le matériel au poste avec bureau réglable en hauteur, travail assis debout. Je redis le ballon de Klein ou le pédalier. Nous pouvons sensibiliser, informer, et les services de santé au travail sont là pour informer et former. Nous avons vu que nous avons un outil réglementaire et législatif pour ça. Et nous pouvons installer des parkings à vélo dans les entreprises. Nous pouvons aussi nous aider des CSE qui apportent des subventions pour aller en salle de sport ou à la piscine, par exemple. Nous pouvons créer également une salle de sport avec l'aide de notre employeur et nous pouvons nous rappeler que les services de santé au travail peuvent avoir créé des partenariats avec des associations ou maisons sport santé. Merci. Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Antoine Coignard qui va donc nous donner des pistes pour pouvoir justement développer ces activités. Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Coignard. Je suis ravi de voir qu'on a parlé beaucoup d'activité physique, des bienfaits de l'activité physique. Et moi, je vais essayer d'approfondir quelques pistes avec mon expérience terrain sur comment simplifier la mise en place d'activités physiques. C'est pas toujours simple. Je vous ai trouvé une petite anecdote qui date un peu, mais qui est toujours valable. En Suisse, lorsqu'on avait proposé à des participants de pratiquer 3 fois 10 minutes d'exercice, on leur avait répondu en fait qu'en fractionnant les exercices, ce n'était pas assez judicieux et assez utile. Ensuite, on leur a proposé de pratiquer 30 minutes par jour, donc la même durée. Et là, ils ont dit que en fait, c'était inutile aussi. C'est à quel point, donc là, c'est vraiment pour montrer à quel point, dans l'esprit des pratiquants, c'est pas toujours simple de s'y mettre. Ensuite, on lève ses freins motivationnels. Alors, on va avoir, quand on se remet à l'activité physique, des freins, des représentations. En termes d'éducation, on appelle ça des freins motivationnels, et on va essayer de trouver des leviers. Alors nous, on avait démontré dans un réseau de santé en fait que les principaux freins,
qu'on a lorsqu'on veut se remettre à l'activité physique, c'est premièrement le frein de proximité qui précède vraiment le frein financier. Je vous explique. On ne va pas pérenniser une activité physique si on doit la réaliser avec un problème de transport. Je prends un exemple, on habite par exemple Marseille Sud. Si l'activité qu'on a trouvée est à Marseille Nord avec 30-40 minutes de transport, on aura des difficultés, même si on y va avec passion, on aura des difficultés à la pérenniser. Je généralise, mais en moyenne, c'est ça. Ensuite, il y a bien sûr le frein financier qui importe beaucoup. Je n'ai pas forcément les ressources ou je n'ai pas envie forcément d'impliquer beaucoup d'argent dans mon abonnement ou dans une activité, même de manière autonome. Donc ça, c'est les principaux freins. Il y a aussi des freins vraiment motivationnels. Alors nous, on avait démontré, par exemple, qu'il y a des freins motivationnels, bien sûr, mais lorsqu'on dit « je n'ai pas le temps », en fait, ça démontre peut-être un problème de motivation derrière. Je sais qu'on a tous des plannings ultra chargés à notre époque, mais il faut se trouver du temps. Le docteur Bonnet, avant, a parlé aussi de déplacement passif. Pour moi, c'est vraiment la solution. C'est ce qu'on propose à tous les salariés au quotidien. C'est les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. On va commencer à convertir les déplacements passifs en déplacements actifs. C'est-à-dire regarder dans le planning, dans son planning quotidien, comment on peut mettre en jeu en fait ces muscles de soi-même pour se rendre quelque part. C'est pas toujours simple, mais c'est le premier point de départ en fait pour se remettre en route. Et ça va amener aussi, ça va lever pardon, des problèmes de sécurité. Justement, on commence par des déplacements actifs et ça évite des soucis ensuite pour progresser dans son activité physique. Il y a aussi d'autres freins qui ont été montrés. Alors, c'est une célèbre médecin, je crois, à Clermont-Ferrand, Martine Duclos. Il y a de la présence d'appréhension. On peut avoir une appréhension à se remettre à l'activité physique. Manque aussi de soutien. Par exemple, on pense à son entourage, au manque de temps aussi, familial. Ça a été tout démontré, ça. Et il peut y avoir aussi une absence de sentiment d'auto-efficacité, manque de connaissances aussi dans l'activité physique. Donc, tout ça pour montrer qu'on lève ces freins en recherchant ces leviers. Et on va le voir dans la diapo suivante, mais je reste encore un tout petit peu sur cette diapo. On va le voir, mais on trouve des leviers pour essayer de sortir de ce qu'on appelle du stade de la contemplation. Qu'est-ce que c'est que le stade de la contemplation? C'est le stade de Prochaska. La contemplation, c'est le moment où je me dis, je me remets à l'activité physique dans les mois qui arrivent. En fait, le stade de la contemplation, c'est je compte m'y remettre, mais je n'y suis pas encore, mais je compte m'y remettre. Et alors, le plus gros, le plus important, c'est quoi? C'est de sortir de ce stade de la contemplation pour arriver vers le stade qu'on appelle de préparation, puis le stade d'action et de maintien. On fait de l'activité physique ensuite de manière pérenne, de manière fréquente, en prenant en compte des notions d'intensité, de fréquence, de durée. On passe à la diapo suivante. J'ai quand même essayé de trouver des leviers et d'approfondir les leviers déjà et les solutions qui ont été données par les médecins précédemment. Selon moi, en entreprise, avec les salariés qu'on encadre au quotidien, il faut des repères et un encadrement. Il faut des repères, des horaires fixes, des repères, c'est-à-dire un intervenant, même si le digital fonctionne très bien, mais je suis convaincu depuis 15 ans qu'on fait ça, que le digital reste au service du présentiel. Il reste en complément. Quand le présentiel est lancé, on peut se servir du digital, selon moi. Le digital, je parle d'applications, je parle de bracelets connectés, d'applications, même on peut généraliser avec des podomètres et tout. Ça fonctionne, mais ça doit être encadré par des professionnels. Donc, vous avez entendu parler d'activité physique adaptée. Et on a des repères. Les repères, pourquoi? Parce que quand on a des horaires fixes, même pour vos activités en autonomie ou le soir, après le travail, enfin selon les plannings de chacun, les repères, ça nous oblige en quelque sorte, j'aime pas le mot obligé parce que c'est pas éducatif, mais ça nous oblige à y aller, ça nous oblige à aller sur le lieu de pratique et à ne pas y déroger. La notion de collectif. La notion de collectif est très importante pour les personnes qui aiment les activités justement en groupe.
énormément de personnes qu'on encadre n'auraient pas pérennisé l'activité physique si ce n'était pas en groupe. C'est vraiment quelque chose d'important. On fait une activité physique en groupe, pas obligatoirement, hein. Il y en a qui sont dans des activités individuelles, il n'y a aucun problème, hein. Continuez là votre activité en individuel, bien sûr. Mais certaines personnes ont besoin de l'entourage ou d'activités, comment dire, avec des personnes de la famille, des voisins, des voisines, des collègues de bureau, hein, ou un groupe qui s'est formé en autonomie. Hyper important, quand on se remet à l'activité physique ou qu'on fait une activité physique, il y a deux notions. J'ai essayé de les résumer en une diapo. C'est la notion de progressivité d'abord et de mini-objectif. Je vais vous parler d'abord de la progressivité. La progressivité, c'est important pour deux choses. C'est important pour la sécurité. On ne se remet pas dans une activité physique de manière intense quand on sort d'une période de sédentarité. C'est de la sécurité, ça. Donc, on y va progressivement, en ayant levé, hein, bien sûr, tout ce qui est contre-indication médicale, hein, avec votre médecin, mais il y a une notion de progressivité en termes de fréquence hebdomadaire, en termes d'intensité et en termes de durée. On y va progressivement, mais aussi, je vous conseille, moi, de raisonner par mini-objectifs. J'appelle ça des mini-objectifs parce qu'on va se placer des objectifs qui sont, comment dire, atteignables à court ou moyen terme et qu'on peut écrire. Je vous encourage à les écrire, ces objectifs. C'est-à-dire que le dimanche soir, vous pouvez par exemple planifier votre semaine en termes d'activité physique en ayant placé vos mini-objectifs hebdomadaires et carrément en ayant placé du contenu d'activité physique dans la semaine. En les écrivant, on a plus de facilité à les réaliser. On a moins d'excuses pour ne pas les réaliser en fait. Ensuite, peut-être que le plus important, ça va être de ne pas oublier qu'il faut une notion de plaisir dans l'activité physique. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas plaisir dans son activité physique, on ne va pas la continuer. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Quand on fait une activité physique qui nous est imposée ou qu'on s'impose, hein, qu'on se rend un peu obligatoire pour des fins de santé ou autres, on ne la continue pas. On peut la continuer bien sûr quelques semaines, mais en règle générale, on ne va pas très loin dedans. Selon moi, il y a la notion de variété aussi, qui va être très importante. Au même titre qu'une diététicienne va vous parler de varier ses aliments, nous, encadrant en activité physique adaptée, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours vous conseiller de varier les activités physiques pour des raisons d'efficacité, mais aussi de monotonie. Si on varie ses activités physiques, si on ne reste pas, par exemple, sur toujours la petite marche entre tel endroit et tel endroit, avec la même intensité, le même dénivelé, hein, je prends un exemple, et ben, si on amène une variété, on a souvent tendance à avoir plus de résultats, mais aussi à la pérenniser en général, son activité physique. La réussite, et surtout, je vous conseillerais de ne pas de pas vous lancer dans une activité physique où vous allez être mis en échec en termes d'intensité, en termes de durée, et aussi ça renvoie à la notion de sécurité. Prenez toujours plaisir à réaliser votre activité physique et testez votre activité physique, entre guillemets, plaisir. Bon. Merci beaucoup, Antoine Coignard, pour ces pistes, hein, pour pouvoir se remettre en activité. Maintenant, pour élargir un petit peu les propos, nous allons passer au témoignage de Patrice Baratero. Donc, je vais vous laisser peut-être dans un premier temps vous présenter rapidement votre parcours et votre palmarès, hein, puisque je rappelle que vous êtes handisportif de haut niveau. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, moi, j'ai un handicap depuis 25 ans. J'ai été amputé fémoral à l'âge de 21 ans, 29 ans en Corse, suite à un accident routier. Et j'étais, moi, sportif déjà avant le handicap. Et suite à mon handicap, j'étais aussi technicien de maintenance. Donc, j'ai pas pu reprendre mon métier parce que c'était assez physique. Comme j'avais des bonnes notions en informatique, ils m'ont recyclé, reclassé. Du coup,
j'ai quand même voulu refaire le sport que je pratiquais avant. C'était du sport de glisse. Et à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait que la possibilité de faire par handisport du sport en fauteuil. Et moi, je voulais garder quand même le maximum d'autonomie. Et donc, je me suis lancé dans un défi, c'était de pouvoir refaire du snowboard avec une amputation fémorale. On a travaillé pendant 6 ans. Et au bout du compte, ça a fonctionné et j'ai pu atteindre les Jeux paralympiques en 2014, où j'ai représenté la France en parasnowboard, qui était une nouvelle discipline aux Jeux paralympiques. Depuis, elle a perduré cette discipline et elle se pratique en snowboard cross ou en bank slalom. Voilà. Donc, au niveau du travail, j'ai repris le travail 3 ans après mon accident. Et c'est vrai que depuis 30 ans que je suis dans le handicap c'est assez varié, hein. Il y a beaucoup de cas de handicap, entre le handicap moteur, le handicap physique, les personnes qui sont en fauteuil ou celles qui ont un handicap qui ne se voient pas. Euh, donc, moi, je connais plutôt mon handicap par rapport à l'amputation. Et c'est vrai que souvent, les personnes amputées, suite à l'handicap, quand elles ont leur prothèse, elles veulent plus parler de leur handicap souvent et elles vont pas dans des associations et elles reprennent rapidement le travail, la plupart. Parce qu'en fait, quand il y a un accident, souvent il y a un rythme de vie qui est perturbé et ils veulent de suite reprendre leur rythme de vie. Et je pense peut-être que c'est une erreur parce qu'ils connaissent pas leur handicap et souvent ils évitent de faire du sport parce que faire du sport, c'est montrer son handicap la plupart du temps. Alors qu'une personne amputée va pouvoir cacher son handicap en se mettant en pantalon et en travaillant normalement avec ses amis. Et je pense que pour se reconstruire, il est important de passer par cette étape-là, de se retrouver, reconnaître son corps et de pouvoir avoir les capacités physiques qu'on peut faire. Donc, peut-être de reprendre le travail au bout de 6 mois, un an, et de pouvoir avoir pris connaissance des capacités qui nous restent par rapport à l'handicap. Et le sport, ça permet de retrouver de se reconstruire en fait. Et j'ai remarqué aussi que la plupart du temps, euh, le fait de faire, nous, on prend des personnes, parce que l'amputation, c'est souvent des personnes âgées, c'est souvent à 80%, c'est l'artérite et le diabète. Donc, moi, c'est un accident, que 7% avoir eu des accidents en France. Et même aux personnes âgées, même si elles font très peu de sport, on les incite à faire de l'initiation à la course à pied parce que de se rééduquer à la course à pied, ils vont s'améliorer à la marche, parce qu'ils vont retrouver le processus de marche en alignant leurs jambes par rapport au bassin. Donc, il y a tout plein d'exercices qui sont progressifs, qui permettent de retrouver une autonomie. Et c'est vrai que c'est important avant je pense, de reprendre le travail. D'accord. Donc, voilà. Bon, merci beaucoup. Donc, du coup, vous avez répondu aux questions que je voulais vous Ah poser, bon. mais peut-être juste, en fait, le sport, ça permet finalement, enfin, en tout cas, dans votre cas, ça vous a permis de mieux vous approprier votre handicap, vous pensez, et de quelle manière? Euh, Déjà, ça m'a permis de rencontrer des personnes, beaucoup de personnes. Et donc, ça, c'est important, le lien social. Euh, et après, donc, moi, je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui disent que le sport de haut niveau, bon, c'est pas forcément l'idéal, parce que c'est l'idéal, mais c'est vrai que c'est des risques. C'est un sport où on est souvent blessé. En snowboard, c'est quand même un sport assez dangereux. Donc, j'ai eu beaucoup de blessures dans mon parcours. Donc, le sport, c'est pas vraiment le sport santé dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'on prend des précautions et que médicalement, on est très suivi. Euh, mais ça m'a permis d'avoir confiance en moi, de reprendre une activité au travail plus sereinement. Euh, c'est vrai que bon, ça Oui, c'est permet ça, aussi que comme je suis souvent, maintenant j'ai un travail sédentaire, je suis presque 8 heures par jour assis. Donc bon, par contre, je suis à mi-temps. Mais c'est vrai que le sport,
se retrouve toute cette importance justement au niveau du stress, au niveau de tout cet aspect où le travail sédentaire est quand même difficile. Oui, 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 mais je pense que vous avez dit un mot important et qu'on a pu voir sur les diapositives en début de présentation. C'est vrai que voilà, booster la confiance en soi, je pense que c'est un rôle important de l'activité physique, du sport. Et dans le cas de la survenue d'un handicap, effectivement, voilà, ça peut contribuer à booster cette confiance en soi et de pouvoir reprendre une activité derrière. Donc, merci en tout cas pour votre témoignage. Alors maintenant, on va passer, alors juste avant de passer à la partie à vos questions, hein, donc vous avez la possibilité de vous poser des questions à nos intervenants via la fenêtre Q&R. Je vous rappelle juste que donc, le replay et le support PDF du webinaire seront disponibles d'ici quelques jours sur notre site internet présence-pacacorse.org. Et donc maintenant, nous allons passer à vos questions. Alors, j'ai vu des questions qui avaient été déjà posées pendant le webinaire. Alors, je ne sais pas si, parce que c'est vrai que c'est une question, alors pour le coup, je vais me tourner peut-être vers les médecins, mais c'est une question très précise en fait sur est-ce que l'activité sportive de haute intensité, et est-ce qu'on peut la considérer plutôt comme bénéfique ou plutôt délétère pour le corps? Est-ce que quelqu'un veut répondre sur cette question? Euh, je vais répondre. Pour être médecin du sport aussi également, effectivement, le sport de haut niveau est un sport est une pratique qui doit même être accompagnée par des médecins du sport parce qu'on peut se blesser. Et Patrice Baratero l'a dit, par exemple, le snowboard, eh bien, il y a des sports qui sont traumatisants, le cheval, les sports mécaniques, la boxe, etc. Donc, les sports de haute intensité, enfin, si on les définit de cette manière-là, ou si on va au-delà de ces limites, quand on fait trop on va au-delà de ce que notre corps nous permet de supporter, eh bien, et c'est d'ailleurs une un des effets indésirables qui a été le dopage, parce que pour compenser les douleurs qui peuvent accompagner ces exercices de haute intensité, des gens se sont dopés, ont pris des médicaments, ils ont détourné l'usage du médicament pour se doper. Voilà. Donc, moi, dans mon parcours de médecin, je me tourne de plus en plus vers le message sport pour tous, parce que le sport, qui n'est pas de haute intensité, a des effets positifs sur notre organisme. L'être humain a besoin d'un certain équilibre et il faut le retrouver dans l'activité physique. Alors, j'ai parlé de sédentarité, là on va dans le sens inverse, hein, dans l'inactivité physique. Il faut qu'on retrouve, nous en tant qu'être humain, un équilibre pour se sentir bien dans son corps et bien vieillir. Merci beaucoup. Justement sur la sédentarité, alors on sort un petit peu du sujet purement activité physique, mais il y avait une question également sur le rôle de la qualité de l'alimentation par rapport à la prévention de la sédentarité. Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Qui veut répondre? Je vais peut-être prendre la parole. Bon, bah, la qualité de l'alimentation, forcément, c'est quelque chose d'important, hein. Pour être en bonne santé, il faut effectivement bouger, il faut également bien s'alimenter, notamment adapter ses apports caloriques à l'activité qu'on a, parce que si on a une activité sédentaire et qu'on mange comme un sportif, eh ben, on va finir par être obèse. Ceci dit, même avec une alimentation de bonne qualité, je ne pense pas qu'on annule les méfaits de la sédentarité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'alimente bien, et ça c'est effectivement indispensable, mais qu'on peut se permettre d'être sédentaire. Voilà. Mais c'est important d'autant plus de bien s'alimenter quand on est sédentaire. Voilà, si on ne veut pas être guetté par le surpoids, par le diabète, l'hypertension, etc. Mais une bonne alimentation n'annule pas les méfaits de la sédentarité.
D'accord, le message est bien passé. Est-ce que, alors la question là aussi est assez technique, mais je ne sais pas peut-être si on a la réponse. Une personne qui demande si pour un salarié handicapé moteur, il existe des aides en fait en entreprise. Alors entre parenthèses, elle précise coach sportif. Alors j'imagine peut-être pour faire intervenir des coachs sportifs. Est-ce qu'il y a des aides ou des organismes vers lesquels on peut orienter un salarié handicapé? Ah, Est-ce que je- Antoine a une expérience de ce- Euh, alors, nous, on intervient, bien sûr, docteur Bonnet, on intervient en entreprise auprès des salariés. C'est souvent vu conjointement avec l'employeur et en fonction de problématiques TMS par rapport à la sédentarité, justement. La question vraiment précise là, sur les aides pour un salarié qui a un handicap moteur, je ne peux pas y répondre de suite. Je veux bien me renseigner. Vous pouvez me contacter hein, sur mon LinkedIn. Je peux essayer de voir. Je ne sais pas si vous pouvez compléter ma réponse, le médecin. bah, Voilà. Et, il, et M. Baratero, ouais. il y a des aides, donc évidemment, je pense que les personnes handicapées le savent, mais pour les adaptations de poste, effectivement, hein, financières, pour apporter une meilleure ergonomie sur le poste de travail, etc. Maintenant, effectivement, je ne suis pas sûre qu'il y ait des aides pour la mise en activité des personnes, voilà, type coach, etc., pour que les personnes puissent être mises en activité sur leur lieu de travail, quoi. Oui, D'accord. en fait, pour nous handicapés, c'est la grosse difficulté, c'est que pour faire du sport, on a besoin d'appareils, d'équipements adaptés. Et souvent, ces équipements de sport ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et sont très chers. Une prothèse de snowboard comme j'utilise vaut 15 000 euros et elle n'est pas prise en charge. Donc, c'est vrai que grâce à des associations qui peuvent acheter ce matériel et les mettre à disposition, il n'y a pas d'autre solution en entreprise, il n'y a pas d'aide pour ce type d'agrès ou de perspective, parce qu'il y aurait trop de choix possibles entre un fauteuil aussi, entre une prothèse, entre un système de vue, je ne sais pas, il y a tellement d'handicaps que ce serait compliqué. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, alors, est-ce que vous préconisez plutôt de faire du sport en entreprise sur alors, des cours pendant la pause déjeuner d'1 heure ou après le travail? Ça, j'imagine, ça dépend en fait des personnes, mais est-ce qu'il y a une préconisation à ce niveau-là? Nous, à la IST 84, on fait de plus en plus des échauffements au poste de travail, en fait. Tous les matins, voilà, dans certaines entreprises, on réunit les salariés et on leur fait, ça s'appelle réveil musculaire. C'est pas activité sportive en lui-même, c'est réveil musculaire. Ça dure à environ 10 minutes. Et de plus en plus, la demande est grandissante. Nous D'accord, oui. aussi, on prône vraiment l'activité physique pendant le temps de travail. Ce temps de travail ne sera pas vraiment empiété puisqu'on passe, le docteur Angèle parlait de 10 minutes, nous c'est 20 minutes environ de séance, sans déserter les postes de travail, avec 2 séances successives. La productivité, toutes les études le montrent, hein, la productivité est même améliorée ensuite, hein. Donc ça peut être échauffement, renforcement, étirement. En tout cas, on prévient des TMS comme ça. Et selon moi, c'est vraiment la solution. C'est pendant le temps de travail, avec des fins vraiment santé et prévention, adaptées au poste de travail, hein, bien sûr. Voilà. On n'empiète pas, selon moi, le temps de pause des salariés. D'accord. Oui, j'imagine que de toute façon, d'intégrer ça sur la journée de travail, ça permet justement de lever ce frein que vous évoquiez sur je n'ai pas le temps d'avoir une activité. Ouais, ok. Et Euh, je ne sais pas si je peux compléter justement parce que le choix c'était soit sur la pause de midi, soit après le travail le soir. Et effectivement, je pense que pour peut-être peu de salariés, le soir seraient prêts à faire 1 heure de plus, à rester 1 heure de plus sur leur lieu de travail, alors que peut-être certains seraient prêts pendant la pause de midi
où ils ont 1 heure de pause, à prendre une demi-heure, faire une demi-heure pour le repas et une demi-heure, mais ça peut être organisé par l'entreprise ou les salariés aller marcher ensemble avec les collègues, pourquoi pas sortir. Mais je trouve que cette pause de midi, si elle est suffisamment conséquente, c'est-à-dire d'1 heure, elle peut être quand même utilisée pour essayer de mettre en place une activité physique parce que beaucoup de personnes ne rentrent pas chez elles. Et si c'est pour faire cette pause au travail, dans son bureau, sans bouger, je trouve que c'est dommage de ne pas mettre en place quelque chose pendant une demi-heure, mais ça peut être fait aussi entre collègues, hein. Aller marcher un petit peu plutôt que de rester une demi-heure de plus assis sur une chaise à boire le café, par exemple, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais prendre une dernière question parce qu'on va arriver à la fin du temps du webinaire. Euh, pour revenir un petit peu sur le cadre législatif qu'on a vu en début de webinaire, est-ce que l'incitation donc au déploiement du sport au travail, est-ce que ça fait partie intégrante de la mission du médecin du travail lors de ses visites en entreprise? Docteur Pellurson, vous n'avez pas mis votre micro? Ça fait pas c'est pas forcément une obligation, mais ça fait partie des sujets qu'on peut être amené à aborder. Par exemple, nous, au niveau du GES 05, alors ça fait partie un peu de l'offre complémentaire, mais un employeur qui veut mettre en place effectivement une activité physique au sein de son entreprise, on peut lui proposer un service avec un ergonome qui vient, qui étudie les postes, les contraintes de l'entreprise et fait une sorte de cahier des charges et on lui propose ensuite l'intervention qui est la plus adaptée en fonction de l'organisation de l'entreprise et des contraintes de l'entreprise, qui est la plus adaptée à l'entreprise. Ça fait partie, pour notre service, par exemple, de l'offre complémentaire. Ça ne fait pas partie de l'offre de base. Par contre, dans l'offre de base, moi, quand je vais voir un employeur, effectivement, j'aborde toujours la question de l'activité physique, comme on peut aborder la question de la consommation de substances psychoactives, par exemple, et en leur disant qu'ils peuvent être aidés, qu'il y a des réductions fiscales pour l'employeur, des avantages pour qu'il essaye pour inciter à la mise en place de certaines actions, quoi. Mais D'accord. après, l'accompagnement complet, pour nous, fait par exemple partie d'une offre complémentaire. Ok, très bien. Oui, je voulais compléter. À partir du moment où on considère que la sédentarité est un nouveau facteur de risque, on est bien obligé d'en parler en entreprise et de poser la question à l'employeur, qu'avez-vous fait pour lutter contre les effets délétères chez vos salariés. Et donc maintenant, nous développons des outils individuels et collectifs pour justement, en tant que médecin, équipe médicale avec infirmière à SST, d'essayer de trouver des solutions. On va interroger systématiquement en visite et en entretien infirmier. Ça fait partie de nos missions. Et puis sur le plan collectif, moi j'ai de plus en plus de questions venant des employeurs en disant est-ce que vous pouvez nous aider dans une stratégie de lutte contre la sédentarité? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer et comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble pour trouver des solutions? D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Pour tous ceux qui auraient encore des questions, pour les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre, je vous invite à vous rapprocher de votre service de prévention et de santé au travail. Vous pourrez retrouver les coordonnées notamment sur notre site internet présence-pacacorse.org à la rubrique Le réseau. Et je vous rappelle également donc, que le replay et le support PDF seront disponibles d'ici quelques jours. Et quand vous allez vous déconnecter, une dernière chose, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir pour un petit questionnaire de satisfaction sur le déroulé de ce webinaire. Donc, c'est vraiment très peu de questions. Ça vous prendra quelques instants d'y répondre. Merci de le faire. Comme ça nous permettra de nous améliorer pour nos prochains webinaires. Et une dernière chose, donc, cette semaine, c'est la semaine des rencontres santé-travail du réseau Présence, donc dans le cadre desquels nous avons organisé ce webinaire. Et sachez que nous avons un autre webinaire qui est organisé jeudi à 14 heures et qui sera sur un format jeu, puisque ce sera surtout un quiz pour tester vos connaissances justement sur la sédentarité au travail.
Donc, n'hésitez pas, il est encore possible de s'inscrire pour pouvoir nous rejoindre et participer. Merci en tout cas à tous nos intervenants et merci de nous d'avoir participé à ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.